Dans le cadre de Vinapogée 2022, nous vous présentons un atelier intitulé « Le long chemin d'un grand vin ». Les participants dégustent des vins du domaine Cos et Maisonneuve, situés près de Cahors. Les sols, le matériel végétal, la vie de la plante, la vinification, l'élevage, le vieillissement, toutes les dimensions sont décrites. Marc-André Sellos est professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Mycologue et botaniste, il travaille en particulier sur les symbioses mycorhiziennes qui unissent des champignons du sol aux plantes. Manuel Damota Vega est un fou de vin, fin connaisseur des vins de Catherine Maisonneuve et Mathieu Cos, qui a transmis sa flamme à des générations de sommeliers. On peut démarrer, David. Oui. Merci. Donc, vous voyez, pour les personnes qui connaissent Mathieu Cos, vous allez dire que, bon Dieu, il a tellement joué au rugby qu'il a perdu 45 cm. C'est la note différence, pas 40, c'est 40, pas 45, il y a 40 différences. Mais bon, c'est une amitié qui dure depuis la création de leur domaine en 89. Donc, moi, je me présente, il y a certaines personnes ici qui me connaissent, en effet. Moi, je suis Manuel Damota Vega, donc un nom bien français, et je revendique. Je suis œnologue au départ, j'ai fait Bordeaux, mais après, j'ai toujours travaillé comme sommelier. J'ai toujours travaillé comme sommelier, conférencier, dans plusieurs pays, parce que j'ai la chance de parler plusieurs autres langues. Et en effet, cette passion du vin dure depuis 50 ans, et je vais essayer de vous transmettre cette passion d'un domaine pour lequel je suis passionné. Voilà. Alors, je laisse présenter la personne qui est à côté de moi. Très humble, donc je sais qu'il ne va pas raconter tout. Alors, je ne sais pas si j'ai besoin du micro. Ah oui, alors pas de micro. Sans les mains. Je m'appelle Marc-André Sellos, et non, et oui, pour répondre à vos questions. Non, j'ai rien à voir avec la famille Sellos de Champagne, mais oui, je les apprécie beaucoup et c'est des amis. Et en réalité, ma présence ici est complètement... Je ne sais même pas pourquoi je suis là, parce que je n'ai rien à voir avec le vin. Je suis mycologue et je travaille au Muséum national d'histoire naturelle. Je m'intéresse beaucoup aux processus microbiens et donc je me suis beaucoup penché sur les fermentations, notamment celles du vin. Et puis, je suis passionné de tanins, sous toutes leurs formes, mais notamment sous cette forme-là, que nous allons éprouver aujourd'hui. Et donc, c'est en néophyte complet, avec des espèces de bottes, mais une attitude un peu de celui venu de Sirius, c'est-à-dire venu d'un autre domaine, que je vais discuter. On va discuter et amener des éléments de compréhension du lien qu'il y a entre les sols et les qualités organoleptiques de la dégustation qu'on va faire. Bon, moi, je vais perdre aussi l'usage du microphone parce que j'ai une voix de stentor, elle porte. Enfin, jusqu'ici en tout cas. Oui, peut-être. Vous m'entendez quand même? Bon. Qui rigole. Ce domaine, comme je vous dis, a été créé en 89. Mathieu est un œnologue et Catherine, elle a fait un BTS Vitéolo. Ils s'entendent très bien. Et dès le départ, dès les années 90, avec la création des premiers bébés, les CID, entre autres, eh bien, ils ont décidé de passer en bio. Et là, maintenant, depuis pas mal d'années, parce que ça s'approche presque de 20 ans, ils sont en biodynamie. C'est des biodynamistes très rigoureux, sans être ayatollah. Je ne fais référence à personne, s'il vous plaît. Et ce que vous allez goûter aujourd'hui, c'est deux vins. Un jeune, mais d'une année solaire, avec une arrière-saison très chaude, donc beaucoup de stress hydrique, voilà, je me rapproche de lui déjà, et l'autre qui est une année froide, est une année chaude pendant l'été, mais l'arrière-saison était très très froid, et il y a aussi les stress hydriques de la chaleur d'été. C'est 2018 que vous allez goûter dans les laquais, et vous allez goûter après le 2010. Les laquais, c'est un parcellaire. Pratiquement toutes les cuvées sont situées dans la même partie, c'est-à-dire dans la troisième terrasse. Je crois que vous êtes tous connaisseurs de Cahors.
Vous savez qu'il y a 3 terrasses. La première terrasse est une terrasse avec des sols alluvionnaires et sablonneux. On est à côté de la rivière. Après, il y a une deuxième terrasse. Cette terrasse qui est très grande, hein, c'était peut-être la plus grande. Les argiles sont toujours prédominantes. Et il y a déjà le calcaire. Ce calcaire qui était au fond de la mer, parce que n'oubliez pas, les calcaires que nous avons dans le bassin parisien et partout, c'était des calcaires de fond de mer. Et quand il y a eu le mouvement antaltique et tout cela, eh bien, c'est monté. Et là, vous allez voir des vins de la 3e terrasse. Celle, finalement, où il y a le top du calcaire. Mais, comme vous le savez, on ne plante jamais des grands crus dans le top ni dans le bas. Alors, les alluvionnaires, c'est très bien pour faire des cahors faciles à boire, des gouléants, voilà. Après, le milieu, c'est un peu plus rustique parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de calcaire, c'est beaucoup d'argile, mais c'est très aromatique, donc c'est des faciles, mais rustiques dans les tanins. Et après, vous avez la 3e terrasse et surtout la pente, ce qu'on appelle la mi-pente. Comme vous allez avoir en Bourgogne, les grands crus sont toujours en mi-pente. Jamais en haut, là, ils ont planté les forêts, ils ont trouvé l'astuce, et ni en bas. Donc là, on est en mi-pente avec les éboulis calcaires. Vous savez, le plateau calcaire, ça s'est désagrégé, il y a des éboulis calcaires. Et ça va donner la grande finesse, la grande pureté de ces cahors. Alors, dans le premier que vous allez déguster, le premier. On lance le service peut-être du premier. Ah oui, pardon. Oui, pardon. Uniquement le 18. Uniquement le 18. Pas énormément de bouteilles, c'est pour tout le monde. Hein. Aucun problème. Ah non, mais c'est normal. Peut-être juste un tout petit mot sur cette histoire de pente là. La logique de la pente, c'est dans certains vignobles septentrionaux d'attraper le soleil plus que si on était à plat. Mais d'une façon générale, l'idée, c'est aussi de tempérer la disponibilité en eau. Si vous êtes trop bas, la vigne a beaucoup d'eau. Ce qu'elle aime d'ailleurs, rappelez-vous que la vigne sauvage, elle pousse dans les forêts du bord des rivières méditerranéennes. Elle pousse les pieds tellement dans l'eau qu'aujourd'hui, elle est toujours là, elle n'attrape même pas le phylloxéra, parce que le phylloxéra, il se noie en allant chercher les racines de la vigne sauvage. Donc la vigne sauvage aime beaucoup l'eau, et évidemment, vous n'allez pas la planter sur le plateau, parce que là, eh bien, comme c'est un plateau calcaire, l'eau n'est pas assez retenue, il n'y a pas assez de réserve en eau, ce serait très difficile de la faire venir. Si vous la plantez en bas, elle se développe bien, mais une vigne qui se développe bien, c'est une vigne qui fait beaucoup de feuilles, beaucoup de jus, et pas forcément beaucoup de goût, parce que le goût, il est lié à des composés, on y reviendra, qui sont des composés qui sont liés au stress. Le but, c'est un stress mesuré, tel que quand même la vigne pousse, quand même elle fait des raisins, mais elle n'en fait pas trop parce qu'elle ne pousse pas très bien, donc il y a une concentration de la matière, et dans cette concentration, on va trouver tout un tas de molécules dont on reparlera, qui sont des molécules qui expriment le stress de la vigne et qui essaient de le soigner. Donc en gros, cette position-là, topographique, c'est en fait une gestion du stress qui se cache derrière par rapport à la disponibilité en eau. Un peu, mais pas trop. Mais oui. D'ailleurs, une chose intéressante, parlant de ce domaine, regardez la couleur. Pour quelqu'un qui ne sait pas quel vin il a, qui n'a pas miauné, on est uniquement dans la couleur, on est quand même dans des rubis sans de pigeons, ce qui n'est pas courant dans les vins de cette région. On est rubis sans de pigeons. C'est limpide, c'est brillant. Tout simplement, le souhait de ce couple, c'est de faire des vins purs. Donc tout est en gravité. Il n'y a jamais de pompe qui actionne quoi que ce soit. Bien sûr, ni filtré, ni collé. On n'a pas besoin. Mais c'est vrai que cette limpidité, c'est déjà cette espèce de pureté qui est recherchée chez eux. Alors, donc 100% Malbec. Alors là, c'est important aussi, c'est que l'appellation Cahors, la OC Cahors, la OP Cahors, autorise 40-60% de Malbec, et après vous pouvez compléter avec du Merlot et du Tanat. Horreur. Pour Mathieu et Catherine, eux sont des personnes qui sont venues là-bas pour le Malbec. Et le Malbec est à 100% dans toutes leurs cuvées. Toutes leurs cuvées, c'est 100% Malbec. Ici, vous êtes en des vignes sur les Laquais, qui est un lieu-dit.
quand ils ont acheté le domaine, il y avait déjà ces vignes de 60 et 90 ans. Ils ne sont pas si vieux que ça. Et c'est très intéressant de voir que peu de temps après, grâce à la biodynamie, grâce à cette culture qu'ils pratiquent, parce qu'ils ont vraiment les végétaux qu'il faut pour que la vigne pousse, c'est super bien. Aussi un petit peu de, vous savez, la bête comme ça, il y en a, mais bon, il y en a partout en France maintenant, qui mangent, qui adorent les raisins. Oui. Tout petit mot du Malbec. Alors pour beaucoup, ça ne va pas être une découverte, qui ne devrait pas s'appeler là-bas le Malbec, mais le Caux ou Côte, puisqu'il a pris le nom du négociant du viticulteur qui l'a emmené en Amérique. Ouais. En Amérique, quand il est arrivé, le Côte, on l'a appelé Malbec parce que c'est Monsieur Malbec, donc qui dans les années 1750 l'avait amené là-bas. Et finalement, le nom de Malbec est devenu tellement connu que même Cahors n'a pas voulu revendiquer le nom historique du Côte. Mais c'est du Côte. Donc un croisement entre le prunelard, que vous connaissez peut-être pour être assez épais souvent, en tout cas producteur de tanins et de goût de confiture, et la Madeleine des Charentes. Oui, Madeleine Charente, le Valdiguier. Que j'ai jamais vu, moi, vraiment vinifiée, donc on ne sait pas très bien ce qu'elle donne. Voilà. Il y a encore un autre nom, c'est l'Auxerrois. On l'appelle pas Auxerrois, c'est l'Auxerrois. C'est donc Côte, Malbec et Auxerrois. Et c'est vrai qu'il revendique beaucoup ce Malbec qui est de la famille des... Quelqu'un connaît la famille des cotoïdes. La famille des cotoïdes. Il est de sa famille, en fait. Eh oui, de sa famille. Et c'est lui qui a donné le nom à la famille de Co. Mais il y a pas mal bon, j'ai cité le Valdiguier, mais on peut citer... Le Tanat. Oui, tout à fait. Le tanat. Et donc on retrouve ces caractéristiques d'être capable de donner beaucoup de tanins qui nécessitent des extractions en finesse. Parce que sinon, on finit par avoir des confitures de tanins. Alors, on décrit peut-être un peu ça, là ? Oui, mais j'aimerais bien encore ajouter une chose, c'est qu'au départ, c'est normal, les jeunes qui s'installent, il n'y a pas beaucoup de moyens, on ne peut pas encore rentrer beaucoup dans les élevages. Mais il y avait déjà une philosophie. Il faut élever ces vins-là. Il faut dompter le Malbec, non seulement dans le sol, parce que c'est ça qui est le plus important, mais aussi dans le chai. Et actuellement, le 2018 que vous avez là, c'est 2 ans d'élevage en fût. Là, en fût neuf, il y a environ 25%, et tout le reste, barrique d'un vin et barrique de vin. Ça, c'est important que vous voyez déjà cette philosophie d'apporter, bon, c'est même pas les tanins du bois, c'est apporter un soin. Ce n'est pas un maquillage, parce que quand vous voyez comment les bois neufs sont, vous verrez, non, ce n'est pas les bois gris à mort et tout cela, non, c'est du bois neuf avec vraiment très peu de chauffe. Et... Je crois qu'il y a une question. Ah oui, allez-y. Ouais, j'avais une question pour M. Solos en rapport avec justement toute la microbiologie et les champignons, tout ça. Est-ce qu'il y en a des particuliers à chaque cépage? Parce qu'on parle ici du Malbec. Est-ce que le Malbec, en plus de toutes les caractéristiques qu'on connaît au niveau viticulture, vient aussi avec ces caractéristiques au niveau du rhizome et de l'attribution microbienne? On n'a pas de données pour les racines et les champignons ou les bactéries racinaires. Pour les bactéries des feuilles, on sait qu'il y a des différences selon les cépages. Quand ils poussent ensemble, ils n'ont pas exactement les mêmes. Ils ont beaucoup de bactéries en commun, beaucoup de levures en commun sur les feuilles et même sur les baies. Mais ils ont aussi des différences qui viennent effectivement de ce qu'ils sont différents. Mais malheureusement, par rapport au processus fermentaire, l'ensemble des microbes hérités de la parcelle disparaissent très rapidement au profit de ceux qui sont en guet-apens dans la cave. Et le vrai terroir microbien, il est dans la cave. Et là, je ne saurais pas répondre à la question qui est de savoir si des moûts de cépages différents attrapent les mêmes microbes ou pas dans la cave. Alors ça, c'est une question... Donnez-moi un demi-million d'euros et je vous retrouve la réponse. Mais de toute façon, moi je complète, c'est-à-dire que vous allez planter les mêmes cèpes dans un autre sol et en effet, l'activité microbienne sera différente, mais c'est le sol. Mais comme dit Marc-André Solos, c'est en effet après dans la cave que vous allez avoir tous ces...
et même déjà les levures qui sont dans la pruine. Hein. Bon, alors, on va parler... Alors, ce produit-là. Oui. Alors, l'idée était vraiment de vous proposer un vin assez jeune, d'une année chaude, avec une saison chaude, donc stress hydrique assez grand. Et donc, c'était vraiment le souhait de Mathieu que vous voyez comment ce vin qui est encore fermé, en bouche quand vous mâchez, vous allez avoir ces grains de tanin qui sont un peu sphériques, mais avec des petites pointes. Vous savez, comme le Covid, c'est rond et après des petites pointes. Mais vous allez le sentir en bouche. Et ça va vous donner l'avantage de voir comment il va évoluer. Parce qu'il y a d'abord une fraîcheur incroyable. Et qu'est-ce que tu dirais encore plus? On ne rentre encore pas dans les arômes, dans les goûts, mais qu'est-ce que tu dirais en plus? Pour parler des tanins, bon déjà il y a la partie colorée des tanins, les anthocyanes, là on sent que c'est encore des anthocyanes jeunes, elles sont vraiment héritées du fruit, elles ont une couleur de fruit, on a des notes violacées qui sont encore présentes, même si elles ne sont pas très marquées, donc on sent qu'il y a eu peu d'évolution des tanins contribuant à la couleur, et quant à ceux qui contribuent à la perception en bouche, eh bien eux ils sont, vous l'avez senti je pense, encore assez astringents, la bouche est encore assez râpeuse. Je vous rappelle, peut-être que ça paraîtra une évidence pour beaucoup d'entre vous, que l'astringence, c'est le fait que les tanins, en s'accrochant aux protéines qui lubrifient la bouche, nous révèlent que notre bouche est râpeuse. Et le problème, c'est qu'ils s'y accrochent plus ou moins bien, et ils empêchent plus ou moins bien ces protéines, en les déformant, de lubrifier. Et selon le degré auquel ils empêchent les protéines de lubrifier, vous révélez plus ou moins une sensation râpeuse. Et ici, on est vraiment effectivement sur des tanins qui sont encore dans leur jeunesse. Vous allez voir tout à l'heure ce que je veux dire par là, c'est-à-dire qu'ils sont encore très capables d'interagir avec ces protéines et ils sont notamment très capables de donner cette astringence. Cette astringence, elle est liée en fait à leur interaction aux protéines et si on va plus dans le détail, les tanins sont des phénols. En fait, ils ont une fonction benzénique qui interagit avec une partie de la protéine et une fonction alcool qui interagit avec une autre. Et là, ceci est intact, l'interaction est pleine et entière, et vous êtes encore sur un produit où, effectivement, les tanins sont présents, donc ça c'est un résultat de stress, parce que pour la vigne, c'est des antioxydants qui lui permettent de tolérer les dégâts cellulaires liés au stress hydrique, donc il y a bien des tanins qui ont été mis en place, et pour le coup, ici, l'élevage n'est pas encore arrivé à les modifier. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un vin fermé. Et on verra tout à l'heure ce que c'est que l'ouverture par rapport à ce que je viens de décrire. Alors, dernière partie, je ne sais pas si vous pratiquez le grumage ou le mâchage, mais là, je vous demande vraiment s'il vous reste encore du vin, sinon on demandera à un des élèves de l'école EPMT de vous servir, si vous manque, vous le direz, mais vous faites du mâchage. Et quand vous faites le mâchage, vraiment, vous allez voir que regardez votre gencive d'en dessous, elle est âpre, elle est un peu âpre. Et c'est dû au sol calcaire. Vous goûtez un calcaire là, ou un calcaire dans le Bordelais, ou un calcaire dans la Loire, vous aurez toujours la gencive, quand vous avalez le vin ou vous le crachez, eh bien vous avez toujours la gencive extérieure, toujours avec cette âpreté du calcaire. Et vous avez ça dans les champagnes aussi, hein? Oui, je vous écoute. Ah non, rien du tout. Ah oui, ça c'est autre chose encore. L'extraction, bon, il y a encore beaucoup de monde qui pratique l'extraction en faisant beaucoup de pigeage et tout cela, mais bon, là c'est pas l'extraction, c'est vraiment la qualité de ces tanins. Et n'oubliez pas, la salive peut être exceptionnelle pour certains vins, mais terrible pour d'autres, hein, parce qu'elle vous montrera toutes les qualités, tous les défauts de notre salive. C'est les protéines, elles sont là, pour s'associer. Mais important, quand vous goûtez un vin à l'aveugle, un verre noir, vous ne savez pas ce que vous goûtez, vous pouvez au moins définir si c'est du calcaire ou des sols calcaires. C'est la sécheresse d'un gencive. Oui. Alors, cela dit, par rapport à votre question sur l'extraction, il y a une fenêtre où ça ne joue pas. Mais il est évident que si vous extrayez très peu, vous allez faire un rosé où vous n'aurez absolument pas les tanins astringents. Ouais. Si vous extrayez beaucoup, vous les aurez tous et vous en aurez encore d'autres
qui contribuent d'une façon colorée ou d'une façon aromatique encore différemment au produit. Mais il y a une fenêtre où, de toute façon, quand on a laissé macérer un certain temps, de toute façon, on a d'emblée ces tanins-là, ceux que vous avez ressentis, et qui signent le calcaire parce qu'ils signent les terrains drainants. En fait, une certaine façon de drainer le terrain, donc d'assoiffer la vigne et de provoquer des dégâts cellulaires, dont le pansement chimique est le tanin. Oui. Alors, votre avis aussi, important, prononcez-vous. Est-ce que vous avez senti, comme je vous disais, en mâchant, que votre gencive d'en bas, extérieure, elle était asséchée, elle était... Voilà, c'est le calcaire. Oui, je vous écoute. J'ai une question. Est-ce qu'il y a une différence chimique, je ne sais pas quel est le meilleur terme, mais entre un tanin mûr, un tanin élevé et un tanin vieilli? Alors, on va juste répondre, parce qu'on va voir la suite de la réponse par rapport à l'élevage ensuite. On va juste répondre sur la notion de tanin mûr et de maturité tannique. Tant que les baies ne sont pas mûres, il ne faut pas que les animaux les mangent. Vous savez que les baies sont vraiment fabriquées par la plante pour être mangées par les animaux, parce qu'ensuite les animaux vont disperser les graines. Mais il ne faut surtout pas qu'ils fassent ça avant que les graines soient mûres. Donc vous avez une maturation qui se fait, où on passe de tanins qui sont amers, très très astringents, et d'une absence de tanin coloré, la baie est verdasse, à une maturation qui est à la fois un changement dans les tanins colorés, qui deviennent, qui en gros qui disent mangez-moi, quoi. Comme quand vous mangez des mûres, vous mangez les mûres qui sont pourpres, vous ne mangez pas celles qui sont rouges. Donc il y a à la fois une maturation des tanins colorés et une maturation des tanins qui sont surtout perçus comme astringents, et ces tanins-là perdent en astringence, perdent en amertume, ils ne disparaissent pas parce que les tanins, on ne peut pas les déplacer. Donc ils sont obligés de rester, mais ils subissent des modifications chimiques qui les rendent plus agréables, c'est ce qu'on appelle la maturité phénolique. Mais là encore, on est loin du résultat final d'un vin qui aura vieilli. On est proche de ça par contre. C'est-à-dire que ce n'est pas encore parfaitement flatteur, et vous allez voir pourquoi, par la suite, c'est prometteur. Oui, ce n'est pas flatteur, mais vous voyez tout de suite, vous vous projetez peut-être sur des plats sur lesquels vous aurez aimé avoir ce vin. Parce que parfois, quand des choses, il y a beaucoup trop d'extraction, et des tanins pas verts, parce qu'ils ne sont pas verts, la maturité phénolique a été atteinte, mais c'est vrai que c'est tellement désagréable en bouche que vous n'imaginez même pas quel mets vous mettrez dessus. Or qu'ici, on peut se projeter sur des mets. Mais alors quoi? Ah, moi, ici, c'est un lièvre à la royale. Tout simplement. Mais oui, tout simplement, parce que... Pourquoi le lièvre à la royale? Parce que les personnes avec le lièvre royal, ils vont penser à des vins stratosphériques et des vins vieux. Et c'est faux. Il faut mettre exactement des tanins de ce style-là, parce que c'est une purée de viande voilà. Oui, parce que quand vous mettez de la viande dans la bouche, en même temps, vous mettez des protéines. Donc les tanins vont s'attacher aussi à la viande. Donc vous allez réduire ceux qui vont être capables de vous donner l'impression d'astringence. Donc même si ce vin, en dégustation sèche comme ça, il n'a pas trop de sens encore, on verra ce que c'est le sens après. En revanche, avec des aliments effectivement très protéinés, ça marche. Et puis il y a aussi quelque chose d'autre qui est que pour des interactions complexes, notamment de solubilisation, les tanins, ils aident à passer le gras. Et donc, ils vont réduire le gras de l'aliment. Et c'est aussi quelque chose qui fait que des vins très tanniques, sur certains plats, ça passe. C'est gras, hein, un lièvre royal, c'est gras. Oui, monsieur. Ça veut dire qu'il y a plus de protéines dans le gras que dans le maigre? Non, il y a deux choses. Il y a le gras qui le interagit avec certains tanins et du coup, il paraît moins gras. Et puis, il y a les protéines qui captent les tanins de leur côté et qui réduisent la quantité de candidats à faire de l'astringence. C'est pour ça qu'il y a un plat où la viande est déjà... moi, par exemple, j'ai eu des personnes qui disaient, oui, moi je mettrais ça sur un magret de canard et tout ça. Magret de canard, vous devez le mâcher. Donc, vous n'aurez pas le temps de faire cette symbiose des tanins qui sont là avec la fibre du canard. Alors, peut-être on peut le tenter sur un foie gras. Justement. Ah oui. C'est joli de tenter un vin oui. très tannique sur du foie gras. Ah, c'est fabuleux. Fabuleux. Surtout des tanins comme ça. Il y a beaucoup de fraîcheur, c'est superbe pour le foie gras, mais il y a aussi ce côté tannique, comme j'ai dit, avec les petites pointes, pas mal du tout. Et ça allège le gras du foie gras. Alors, pas caloriquement, mais gustativement.
Voilà. Vous pouvez servir le 2010, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il y a une question encore? Si je peux me Ah oui, je vous en prie. Le deuxième, non, c'était un rapport sur toutes ces symbioses microbiennes Oui. et toutes vos études. Monsieur mentionnait que le domaine cosmésioneuve était en biodynamie. Oui. Comment le mode de culture influence les populations des microbes au niveau des racines? Est-ce que vous voyez un lien direct entre les modes de culture et la diversité des populations microbiennes dans les sols? Alors, moi, dans mes travaux, et pour ne pas mentionner les travaux qui ne sont pas publiés par l'INRA de Dijon, mais qui ont déjà été un peu vulgarisés, honnêtement, la biodynamie est une bio. C'est-à-dire que c'est comme un traitement en bio, du point de vue microbien, il y a plus de vie microbienne. D'autant que j'ai bien compris que les vignes étaient enherbées, Ouais. ce qui fait que même quand la vigne n'a pas déployé ses feuilles, il y a d'autres plantes qui entretiennent les champignons du sol. Les champignons mycorhiziens dont parle Madame sont des champignons qui aident les racines à se nourrir dans le sol. Hein. Et c'est vrai que quand il n'y a que de la vigne, en hiver, ils sont un petit peu affamés parce qu'eux-mêmes se nourrissent des sucres de la vigne. Donc quand la vigne n'est pas opérante, ils sont un petit peu affamés. Et les vignes enherbées sont des vignes dans lesquelles, comme ils sont nourris en intersaison, il y a une plus grande diversité et surtout une plus grande quantité de ces champignons. Et c'est plutôt le facteur enherbé là, qui joue, sachant que le facteur bio joue aussi en réduisant le nombre de molécules potentiellement toxiques qui arrivent au sol. Mais est-ce que ça change le goût du vin? Je ne saurais pas vous répondre. Non, mais ça change au niveau C'est- des pratiques viticoles. Ah oui, oui. Et puis pour la durabilité des sols, c'est mieux. Mais oui. Et après, il y a herbe et herbe. J'ai vu des personnes qui sont bio, même peut-être pas reconnues comme bio. Le sol, ça ne ressemble à rien. C'est n'importe quoi. C'est des herbes, des herbes, des herbes. Or il y a moyen de choisir des végétaux qui peuvent apporter un enrichissement au sol. Il y a moyen. Donc, Alors donc on fait un bond de 8 ans en arrière. Dans une année, qui disais-tu? après, c'est une année, il a fait chaud pendant l'été de 2010, mais l'arrière-saison était froide, toute froide. Donc, la vigne, les racines se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont habitués à avoir une photosynthèse fabuleuse, parce qu'il a plu quand même, hein, c'était chaud, mais avec des pluies. Et tout d'un coup, pas de pluie et froid. Ça, c'est l'arrière-saison. C'est les lunaires, vraiment. Lunaire, 2010. Mais c'est pour moi une des plus grandes années de Cahors. Des dernières années, je veux dire. Alors, pour parler de ce vin, en année chaude, on va vinifier à jour X, à peu près. Hein. Dernièrement, ça change tout le temps avec les changements climatiques. Avec une année froide, vous pouvez ajouter une semaine de plus. Si c'est X, l'année chaude, eh bien, l'année froide, ce sera X plus une semaine. C'est impressionnant, hein, 8 jours. Mais les maturités sont beaucoup plus lentes pendant une saison froide. La véraison, ça va, mais après les maturités, c'est extraordinaire quand sur une saison froide, une arrière-saison froide, elles se font lentement. Donc, ça se réfléchit sur les tanins, bien sûr. Alors justement, là, il s'est passé plein de choses au niveau des tanins. Déjà, ça ne vous échappe pas, et vous devez l'avoir repéré très souvent, quand ce vin il a des caractéristiques de vieillissement, déjà dans la couleur, il commence à tuiler légèrement. Effectivement, là, on commence à avoir des couleurs d'âge. C'est des couleurs, en fait, on voit apparaître du brun et disparaître du rouge. C'est le rouge qui devient brun. Au début, ça tuile, et puis si on attend très longtemps, les très vieux vins, ils sont bruns, qu'ils soient d'ailleurs blancs ou rouges, ils sont bruns. Donc, on a cette évolution colorée, puis on a aussi une évolution aromatique. Et cette évolution aromatique, c'est une évolution qui est en fait une évolution de micro-oxydation. L'oxydation continue, le bouchon est poreux, il laisse passer de l'oxygène, mais bien sûr en très petite quantité, et cette oxydation, elle va attaquer et changer chimiquement de plein de façons différentes les tanins colorés, les anthocyanes. Du coup, ils commencent à être chimiquement... Ils ne sont pas tous attaqués de la même façon, et donc ils deviennent tous
différents et finissent par absorber dans un peu toutes les longueurs d'onde, dans un peu toutes les couleurs, et la fin de ça, c'est que c'est noirâtre, quoi. Donc c'est le début de l'apparition d'un noirâtre qui se produit. Et donc une modification par l'oxygène des tanins colorés. En plus, ils ont tendance, à cause de leur évolution, à interagir plus ensemble et à former des tas où ils modifient la façon dont ils sont colorés les uns les autres. Ça les modifie, ces tas, et les tas sont tous différents les uns les autres, donc ils finissent par ne plus avoir la belle homogénéité de couleurs qu'ils avaient avant. On est sur une couleur qui est juste qui fonce et qui perd son rouge. Bon, ça c'est l'évolution de la couleur. Ce n'est pas le plus intéressant, parce que c'est un détail, ça ne change pas le goût. Mais le goût, lui, il change, l'arôme, je veux dire, change aussi à cause de ça. Tout à l'heure, on a dit que nos tanins étaient des phénols et que ça les rendait astringents. L'astringence est-elle la même ici? Bien sûr, on n'est pas sur le même millésime, mais non, pas trop. C'est moins présent. En fait, les fonctions alcool sont petit à petit attaquées par l'oxygène et deviennent ce qu'on appelle techniquement des fonctions cétones. Mais du coup, les tanins perdent la fonction alcool qui est un des atouts pour interagir avec les protéines. Donc, ils perdent de l'astringence. Mais en même temps, cette fonction cétone, elle est moins à l'aise dans l'eau que la fonction alcool. Et donc, elle a tendance à s'exhaler plus facilement. Ça fait du nez, ça fait du nez direct et de la rétro-olfaction. Et c'est pour ça que vous commencez à avoir un arôme qui se déploie. Et là, moi, dans cet arôme, il y a deux petites notes que je trouve. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Oui. Il y a une note un peu truffée. C'est du diméthylsulfide. Elle est faible, mais elle est là. Et puis, il y a une note qui est à mi-chemin entre la compote de pommes et le pétrole, ou l'essence. Mais délicat, hein. Je ne dis pas que ça sent le 95. Et ça, c'est deux notes qui témoignent du stress hydrique, et au-delà sans doute même du sol, de l'année. Alors, vous allez me dire, et ça, si jamais elles sont dans le 2018, je ne le sais pas. Parce que justement, à ce stade-là, elles ne sont pas volatiles. Donc, je ne peux pas les sentir. Et c'est les choses que révèle le vieillissement. C'est des produits du stress hydrique, c'est ces notes de respectivement diméthylsulfide, des notes de truffe, et puis les notes de la grande famille des nord-isoprénoïdes, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas que des isoprénoïdes là-dedans, qui sont ces notes pétrole, compote. Etc. Oui. Voilà. Donc là, il y a des choses qui commencent effectivement à se volatiliser. C'est ça le vieillissement du vin. C'est la conversion de l'astringence en arôme. Et là, on révèle qui étaient ces tanins, qui au début étaient des tanins comme d'autres tanins, ils étaient juste présents par l'astringence, et maintenant, comme on peut les renifler, les sentir, ils commencent à nous trahir. Oui, mais ils ont encore une texture. Hein. Les billes, elles ont perdu tous les petites pics, c'est des petites billes, mais ça glisse, c'est extraordinaire. La fraîcheur, elles portent la fraîcheur très haut, même très haut. Il y a une fraîcheur incroyable dans ce vin. Il reste quelques fonctions phénol, hein, il reste quelques fonctions alcool. Et d'ailleurs, vous voyez que c'est plus de l'ordre d'une épaisseur en bouche que d'un râpeux. Là. Le vin, il paraît un peu onctueux, épais en bouche. C'est la texture, là. Là, on a beaucoup plus la fonction texture, en effet. On sait combien de temps ça met pour, par exemple, pour le 2018, pour qu'on ait ces notes de volatilité qui apparaissent, pour chacune des composés, on sait combien de temps. On peut faire le malin après quand on les a sentis, mais en prédictif... Impossible. Impossible. On a vu des... C'est pas que les notes de truffe arrivent au bout de 3, 4, 5 ans. Non. C'est pas que Il y a une chose, les 1 millésime que tout le monde a dit, c'est extraordinaire, à Bordeaux. Et en effet, il était très bon pendant les premières années, mais après un moment, il a fait ça. La chute. Donc on ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir l'interaction. Alors il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Ici, l'élevage en bois neuf, il y a un peu plus froid de la saison, plus on a tendance à élever un peu plus les vins. Et donc là, il y a 30% de bois neuf. Il y a 30% de bois neuf, et après, il y a un seul vin. Au lieu d'un et deux vins, il a un seul vin. Il lui restait sûrement encore pas mal de barriques. Mais ce n'est pas une science exacte, et c'est vrai que des fois, c'est désagréable de ne pas avoir sur l'étiquette « à boire telle année », parce qu'on sacrifie des bouteilles pour rien des fois. Ce n'est pas prédictif du tout. On sait juste discutailler après pour dire qu'est-ce qui s'est passé, mais on ne sait pas prévoir que ça se passera à l'heure actuelle en tout cas.
Moi, à la finale, il y a une chose que je trouve quand même le menthol. Le côté mentholé à la finale. C'est-à-dire, j'ai mâché, je ne grume pas, je mâche, et après j'avale, je dis, mais bon, pourtant je n'ai pas de bonbons ici, de menthe, et il y a un côté menthol. Et vous avez vu, autant dans l'autre, c'était un réglisse beaucoup plus austère, autant ici, ça fait pastille à genix, la réglisse avec l'anis ou avec la menthe. Et ça, c'est fabuleux. La réglisse brute, ça peut être assez désagréable. C'est un dérivé des carotènes qu'il y a dans le vin, parce qu'il y a aussi un peu de carotène dans le vin, qui est typique aussi des arômes tardifs. Et là, tous les arômes qu'on vous décrit, en fait, c'est les fameux arômes dits tertiaires, c'est ceux liés au vieillissement du vin, qui ne sont ni issus des microbes directement, ni issus du fruit directement, bien qu'ils soient passés par là. C'est trop bon, ça. On va l'attendre encore 30 ans. Moi, je ne pourrais plus, mais vous pouvez encore attendre 30 ans. je serai un centenaire dans 30 ans, donc je ne crois pas. On va maintenant goûter le troisième vin. Les jeunes, s'il vous plaît. Donc là, on revient en 2015. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette marguerite? Alors, vous allez goûter un vin qui est... Il n'y a que 2000 bouteilles, bon an, mal an. Il n'y a que 2000 bouteilles. Bon, vous allez dire, mais c'est un vin très cher. Oui, c'est un vin très cher, mais bon. Malheureusement, il faut parler dans une dégustation aussi de la valeur des vins. Ça, c'est une chose que je tiens toujours à dire, la valeur des vins. Parce qu'il y a tout le travail, mais il y a aussi parfois la rareté. Pourquoi une Romanée-Conti est si chère? L'offre et la demande, c'est tout. Mais ici, ce n'est pas un problème d'offre et de demande, c'est que c'est vraiment une parcelle très petite et qui a été complètement créée par Mathieu et Catherine, par Mathieu Cosse et Catherine Maisonneuve. Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Vous allez me poser la question. Vous savez ce que c'est une sélection massale? Tout le monde? Tout le monde connaît qu'est-ce que c'est une sélection massale? Moi, je ne sais pas. Mais c'est bien. Alors, merci de... Voilà. Une sélection massale, c'est-à-dire quand vous faites la taille des vignes, pas une taille très tardive, surtout pas. Or que normalement, les meilleures tailles, c'est les tailles fin février, début mars. Hein. Et là, tout le monde, je parle avec des vignerons, tout est taillé, tout est taillé. Je dis, et c'est pour ça qu'ils s'attrapent tous les gels et tout ça. Hein. Ça, c'est vraiment un gros problème que beaucoup de vignerons n'ont pas encore compris, que les tailles précoces ne sont pas bonnes avec les changements climatiques que nous avons. Donc, les tailles tardives. Je sais que chez eux, les tailles sont fin février, début mars. Donc, très tardives. Mais on peut tailler un petit peu plus tôt, exactement, pour faire des sélections massales. C'est-à-dire que vous avez une vigne que vous savez qui produit des raisins de meilleure qualité. Par exemple, vous avez entre 60 et 90 ans. Vous allez approcher des vieilles vignes qui, elles ont vraiment une qualité tous les ans. Quand vous croquez les raisins, que vous croquez les pépins, parce que c'est important, la matière phénolique du pépin, eh bien, ça c'est extraordinaire. Je vais faire des... Voilà, vous coupez des sarments, et après ces sarments, vous les donnez à des pépiniéristes qui vont les transformer en ce que nous appelons les sélections massales. C'est-à-dire, c'est des sujets, on choisit chez un sujet des sarments qui vont donner des pieds de vigne. Et ça, c'est très important, parce que pour faire cela, il a décidé de choisir des côtes de Touraine. C'est le même cépage, hein, des côtes de Touraine. Et là, vous savez que le phylloxéra n'aime pas l'eau, comme l'a dit tout à l'heure Marc-André Sellos, mais qui n'aime pas le sable non plus. En Touraine, il y a beaucoup d'endroits où il y a beaucoup de sable. Eh bien, il était à chercher des côtes, des sélections massales de côtes, des vignerons qui ont dit, voilà, ça c'est extraordinaire. Et il n'y a pas un seul pied de Malbec, de Cahors. C'est toute une sélection de côtes de Touraine. Donc là-dedans, il y a même plusieurs sélections massales de pré-phylloxériques. Donc des cépages non greffés qui ont réussi à survivre dans leur sol sableux au phylloxéra. Il y a aussi de quiche à Savine. De quel domaine à Savine? C'est de quel domaine de Touraine?
À quel domaine? Ah non, ça, je ne connais pas parce que lui-même ne le dit pas. Hein. Lui-même ne le dit pas, mais je suis un ami, mais il ne le dit pas. Où est-ce qu'il est cherché J'ai travaillé pour Harvey Biesel, et même Harvey Biesel n'aimait pas qu'on dise où est-ce qu'il allait chercher ses accents massales de Cabernet Franc, etc. Non, c'est les secrets de cuisine. Et donc, c'est un sol à part qui n'a pas créé, le sol était là, et c'est un sol d'argile rouge foncé, et on appelle ça des argiles sidérolites, c'est-à-dire des argiles très ferriques. Sauf que là, il n'y a pas seulement le fer, il y a aussi le manganèse. Donc, c'est des argiles ferro-manganésiques. C'est impressionnant comme sol, et c'est là, ils ont fait faire des études, et c'est là qu'ils ont décidé de planter ces sélections massales qui ne sont pas en fond de pied, hein. Même si la sélection massale venait par certaines de préphyloxériques, il a donné un pépiniériste pour faire des pieds de vigne avec porte-greffe. Hein. Bon, ça c'est important de savoir. J'ai dépassé déjà? Non, c'est bon, il reste 10 minutes. Bon. Donc ça c'est très très important que vous sachiez, ces vignes ont été plantées en 2001. 2001. En 2001, vous savez qu'il faudra quand même quelques années des jeunes vignes avant qu'elles puissent produire vraiment des vins qui aient du caractère. Et bien que là, vous avez que 2015, donc 14 ans après plantation. Je crois que par les plus grands dégustateurs ou par les grands magazines ou guides, il est considéré le plus grand Cahors d'avenir. C'est celui-ci, c'est la Marguerite. Voilà. Marguerite est le nom de la personne à qui ils ont acheté ce Lopin de terre. Voilà. Alors, l'intérêt de la massale, c'est d'avoir des individus qui sont issus de bouturage en quelque sorte ou de greffage à partir d'individus différents. Donc vous avez une parcelle où vous allez avoir des individus, des ceps qui sont un petit peu différents génétiquement. Enfin, c'est que des mutations, mais vous savez qu'une mutation, ça peut vous changer un organisme. Hein, parce qu'actuellement, dans l'actualité, on sait bien qu'une mutation, ça peut changer beaucoup de choses. Donc les individus diffèrent par des mutations et donc ils ne vont pas jouer exactement la même note. D'accord ? Alors que si vous plantez votre parcelle avec uniquement un clone de Pinot ou même de Malbec, bah, tout le monde va répondre de la même façon au terrain. Là, vous commencez à avoir de la diversité supérieure à celle que vous auriez en plantant quelque chose de génétiquement plus uniforme. C'est l'intérêt de la massale. Et la deuxième remarque, c'est que le fer, le manganèse dans le sol, c'est bien, mais enfin quand même, ça chagrine un peu les racines. Tout à fait. Et ça fait partie des stress qui peuvent provoquer l'apparition de nouveaux arômes. Souvent on dit, vous voyez, on sent le calcaire, vous voyez, on sent le fer. C'est pas vrai parce que la plante filtre ces trucs-là et on n'en trouve pas nécessairement plus dans le vin parce qu'il y en avait plus dans le sol. Mais en revanche, ça change la physiologie de la plante et ça change les molécules, notamment aromatiques, les tanins qu'elle va produire. Alors, ici, on est sur un élevage de 30% de bois neuf et aussi un seul vin. Des barriques d'un seul vin. Les 70, après, barriques d'un seul vin. Par contre, élevage de plus de 3 ans. Entre 36 et 40 mois. Là, 2015, c'était 36, mais je sais qu'il y a maintenant des marguerites qui en est à 40 mois. Donc, très long élevage. Par parenthèse, cet élevage en barrique, quand elles ne sont pas de l'année, bien sûr, une barrique, c'est comme un sachet de thé. Hein, au bout de 2-3 vins, au bout de 2-3 eaux, un sachet de thé ne donne plus grand-chose. L'intérêt de la barrique, hein, c'est que c'est microporeux. D'ailleurs, c'est ce qui explique que disparaît de la barrique ce qu'on appelle la part des anges, et qui exige régulièrement de douiller, c'est-à-dire de remettre du vin pour remettre la barrique à niveau. Bon. De la même façon qu'il sort un peu de vin, par évaporation, il y a un peu d'oxygène qui rentre. Alors très peu, vu la façon dont est fendue la douelle et vu le choix des arbres, il y a très très peu d'échanges qui sont possibles, mais il y en a un peu, et c'est justement le début de cette micro-oxygénation très limitée. C'est le début de l'oxydation, c'est l'intérêt de la barrique. Quand elle n'est pas jeune, ce n'est pas l'arôme, c'est la contribution à l'arôme par une micro-oxygénation. Ce qu'on remplace d'ailleurs techniquement dans des vins plus technologiques par le microbullage. Oui. Mais bon, il reste à prouver que ça fait des produits aussi fins. Là aussi, c'est intéressant de voir que c'est des Malbec
assez jeunes quand même si c'est des extraordinaires Malbec, ils sont assez jeunes. Donc en bouche, les tanins, vous les sentez, on a envie de boire ça. C'est vraiment... même certaines personnes qui commencent à boire et qui disent « Oh, les vins rouges, c'est trop tannique, etc. » Et là, on a envie de boire. Ça a un côté compoté, ça a un côté facile. C'est aussi les jeunes vignes. Elles sont jeunes. 15 ans, c'est jeune. Et moi, par exemple, c'est l'image d'Épinal du cépage. C'est-à-dire que le sol n'a pas encore... Le sol a déjà transmis beaucoup. Ces sols j'arrive pas à le dire. Voilà, ferromanganèse. Ferromagnésien. Ferromagnésien, voilà. Et donc, il commence déjà à transmettre certaines choses, surtout au niveau tanin. Mais sinon, vous avez encore tout ce fruit noir, parce qu'on est dans le royaume du fruit noir. Là, c'est la mûre, la myrtille, alors que les autres vins, on n'avait pas ça. On n'avait pas cette exubérance de fruits noirs. Ici, vous l'avez. Voilà. Puis en termes de vieillissement, je regardais là sur le papier, en mettant le vin sur le papier, rien qu'à la couleur, mais aussi au degré d'astringence, vous sentez bien 2015, vous êtes intermédiaire. Hein. Ça tuile un peu, mais pas trop. Il reste encore de l'astringence, mais il commence à y avoir beaucoup d'aromaticité. Et dans cette aromaticité, il sort notamment un composé très intéressant qui est assez rare. Hein. Oui. C'est la violette, je ne sais pas si vous l'avez senti, moi je la trouve assez c'est nette. impressionnant. Et elle sort dans deux circonstances. Une dont je ne m'explique pas beaucoup, c'est les vins nature, qui ont souvent des notes de violette. Hein. Et c'est vrai que c'est réputé pas supporter les grosses quantités de sulfite. Hein. Et Ici, ça sort dans les vins très vieux. Les quantités sont... Oui, je pense que c'est bien géré. Elles sont très bien gérées, uniquement sulfitage, soufre naturel, bien sûr, lors de la vendange, et après la mise en bouteille. Mais on est en dessous de toutes les moyennes. On est 0,15, 0,15, 0,35. Voilà, c'est une poussière. Mais c'est vrai que moi, ce qui me surprend toujours, parce que j'ai connu la première Marguerite, et maintenant je connais la dernière, qui est sortie, qui est 18, qui sera mise en vente, eh bien, c'est impressionnant comment vous voyez évoluer. C'est plus cette quantité de fruits noirs, de jus de fruits noirs carrément même sorbet. Il y a un côté sorbet de mûr comme ça, parce que c'est très frais. Mais ces sols, c'est unique. Alors, il faudra que je les dise. Sidérolytique. Sidérolytique. Et alors, ce qui est intéressant, je parle de mes amis, c'est qu'ils ont lancé un vin pour concurrencer Marguerite. Oui, aussi un Malbec. Et ils l'appellent tout simplement sidérolytique. C'est un vin comme ça, vous croyez que c'est un comprimé de paracétamol? Je dis, oh non, je ne veux pas ça. Eh bien, ils ont osé. Et c'est leur grand concurrent. Ils sont pratiquement... Mais bon, on n'est pas encore au même niveau. C'est tout jeune, le sidérolytique. Mais cette appréciation que des composants quand même durs pour le sol, qui perturbent les racines, peuvent vraiment donner des vins de grand bonheur, parce que c'est du bonheur là. Moi j'ai du bonheur. Voilà. Alors, des questions? Oui, juste une chose, au risque de conclure sur une généralité. Il y a aussi ici une plus grande persistance. Hein, et ça signe, c'est encore une caractéristique des tanins, mais tous les tanins n'ont pas la chance de contribuer également à ce caractère-là. C'est que parmi les tanins qui se fixent sur les protéines, certains se fixent sur les protéines qui sont sur les muqueuses de vos joues ou de la langue. Bon. Puis quand vous avalez, fini. Ils restent fixés. Mais du coup, ils sont soumis à l'air. Et là, ils peuvent s'oxyder. Ils peuvent perdre leur fonction alcool et prendre une fonction cétone. Et là, d'une part, ils tiennent moins bien aux protéines auxquelles ils étaient cramponnés. Et en plus, ils sont devenus plus volatiles. Puisque je vous l'ai dit, après leur oxydation, les tanins ont tendance à passer plus facilement dans l'air. Et c'est ça la longueur en bouche. Le problème, c'est que tous les tanins ne font pas ce travail-là. Ils ne sont pas tous égaux devant la fixation sur les protéines de la bouche et leur capacité ensuite à s'oxyder et se désorber, et s'oxyder et ressortir. Mais c'est quand il y a ça qu'on a, et on l'a vraiment là, qu'on a une persistance aromatique forte, parce qu'en fait, une partie des arômes sont restés dans la bouche après qu'on ait dégluti ou craché. Des questions?
Vous voulez savoir quel est le prix? Peut-être? En fait, moi j'avais une question parce que je ne connais pas trop le domaine. Oui. Et donc, si j'ai bien compris, il y a une sélection de parcelles. Oui. Donc, je vais revenir au début. On est sur des mi-pentes, j'imagine. Oui. Pas toutes les parcelles. Il y a des parcelles qui sont dans la deuxième terrasse aussi. Il y a plusieurs parcelles. Il y a le cidre, la fage. Il y en a plein. Et même maintenant, ils ont planté du gamay. En vin de France, hein, bien sûr. Sur une parcelle particulière. Mais les plus beaux vins, je dirais les laquais, la fage, eh bien, sont tous sur la deuxième terrasse. Hein. J'ai répondu ou pas? Je ne sais pas. En partie, oui. Et quelle est l'autre partie? Dites-moi. Je vais réfléchir. D'accord. On a encore 1 minute pour la réflexion. Oui, monsieur. Les prix. Les prix. Eh bien, Parce que tu en parles, mais tu ne les montres pas, les prix. non, mais je voudrais avoir les questions quand même. Hein. Bon, les prix cavistes, on va les prix cavistes. Prix cavistes, les laquais, on est à 37, 39. Et les marguerites est à 60 beaucoup. Ça, c'est à peu près. Hein. Après, les cavistes décident les prix, mais moi, je préfère donner le prix caviste qu'un prix restaurateur. Voilà. Donc, oui, madame. Le dernier en fait que l'on a goûté, les marguerites. Marguerite. Quelle serait l'évaluation en fait de son apogée? Ben, écoutez, la dernière fois que j'ai parlé avec Mathieu, c'était avant-hier, et exactement, je lui ai posé la question. Et il dit, je n'ai pas assez de recul, c'est encore des jeunes vignes, elles ont 15 ans ou 14 ans, je n'ai pas assez de recul. Mais d'après ce qu'on a là, c'est presque des arômes de bébé encore, comme je l'ai dit, on connaît encore dans les jus, le sorbet, tout ça. Et les tanins sont fabuleux, la fraîcheur est là, mais je crois qu'il aura autant de longueur que ceux sur les éboulis calcaires. Hein. C'était osé. Ceux qui nous donnent quoi comme potentiel de vieillissement? Ah oui, les laquais, normalement, l'apogée d'un laquais, ça va être 20-25 ans, l'apogée. Voilà, vous avez goûté en 2010, et attendez encore 10 ans pour atteindre l'apogée. Après, ça ne chute pas comme ça, ça va, voilà. Et la marguerite, vous allez avoir la même chose. Ce qui est intéressant avec la marguerite, c'est que vous la voyez grandir. C'est ça que j'aime beaucoup, quand on découvre un grand vin et qu'après on le voit grandir avec les années. Question? Non? Les élèves? Pas de questions? Non? Eh bien, Merci de votre attention. merci de votre attention, de votre patience. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà. Maintenant, je laisse le travail aux jeunes. Bon, ça s'est très bien passé. Tout ça.